Les poètes ont souvent évoqué la fugacité de l'instant présent et le désir de le prolonger lorsqu'il nous est favorable. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Vous aurez reconnu un passage du célèbre poème de Lamartine. Mais qu'en est-il exactement du temps, de l'heure, de l'instant? Pour ce qui est de l'heure, ce mot peut prendre deux sens différents. Il y a d'une part la durée d'une heure, et d'autre part l'heure caractérisant un instant. Une durée est ainsi définie par deux instants, l'instant du début et celui de la fin. Quoi de plus courant que de connaître l'heure en prévision de nos occupations quotidiennes? L'horloge parlante, créée en 1933 et interrogée au numéro 3669, fournit l'heure officielle depuis l'Observatoire de Paris. Au quatrième top, il sera 20h44 54 secondes. L'horloge parlante donne l'heure à la seconde près. C'est le cas de beaucoup d'affichages sur les montres et horloges, les ordinateurs et téléphones mobiles se limitant souvent à la minute. Mais les compétitions de vitesse, par exemple, nécessitent le dixième de seconde, le centième de seconde, voire plus. La durée du record du monde de la course du 100 mètres, détenue par Usain Bolt, est de 9 secondes 58 centièmes. Aux championnats du monde et Jeux olympiques, les temps sont pris et communiqués au centième de seconde. Le dixième de seconde n'est présent sur les montres qu'à dater des années 1930, et le centième n'y apparaît sur les chronomètres que vers 1960. Les mesures scientifiques ont besoin de précisions beaucoup plus grandes encore, allant au millième de seconde. La milliseconde, ou plus, comme la microseconde, qui est le millionième de seconde, ou encore la nanoseconde, etc. La nanoseconde représente ainsi le millième du millième du millième d'une seconde. À ce propos, et de façon analogue à la seconde, les autres unités de mesure sont subdivisées aussi par millièmes successifs. Ainsi, à partir du mètre, on définit le millimètre, le micromètre, le nanomètre, etc. Il y a 1 million de nanomètres dans un millimètre. Par exemple, les longueurs d'onde du rayonnement visible sont mesurées en nanomètres, allant approximativement de 400 nanomètres à 700 nanomètres. Revenons à notre mesure du temps. On pourrait en effet continuer indéfiniment la course à la mesure d'un instant, et on s'apercevrait qu'il serait illusoire de tenter une telle mesure exacte. Remarquons qu'une durée estimée à 1 minute 35 secondes 17 centièmes s'exprime en secondes par 60 plus 35 plus 0,17 secondes, ce qui fait un total de 95,17 secondes. 95,17 ou 95,17 suivant les notations. C'est le nombre donnant la valeur approchée, en secondes, de la durée mesurée. Une horloge plus précise donnerait un nombre comportant plus de décimales. Nous ne pouvons donner qu'une approximation de la valeur exacte supposée caractérisant un instant t. Ce nombre t, abstrait, comme tous les nombres, est, du point de vue mathématique, un nombre réel, pouvant comporter éventuellement une infinité de chiffres décimaux. De ce point de vue théorique, un calcul de durée peut très bien conclure à la valeur racine de 3,
nombre qui comporte une infinité de chiffres décimaux. Mais dans la pratique, bien entendu, seules les approximations adaptées aux événements sont concevables. Au début de la mesure du temps avec l'heure, c'est le temps solaire qui gérait les activités courantes. Le temps solaire est une mesure locale basée sur une division en 24 heures de la durée séparant deux midis successifs en un lieu donné, midi étant l'instant où le soleil est exactement au plus haut, au sud du lieu. Mais cette mesure locale, variable, ne peut être utilisée globalement sur Terre. L'astronomie a permis d'établir une mesure universelle du temps, précisée par la suite par les horloges atomiques. Le temps donné par l'horloge parlante est un temps dit universel. La base du temps universel est l'heure de l'observatoire astronomique de Greenwich, près de Londres. Cette heure est très précisément déterminée par le passage d'une étoile au méridien à minuit, heure zéro. On peut matérialiser ceci avec 12 heures de décalage en disant que si l'ombre d'un cadran solaire situé à Greenwich est juste dans la direction nord-sud, il y est alors approximativement 12 heures du temps universel. Mais le temps ne peut être le même partout sur la Terre. Il faut en effet tenir compte de la rotation propre de notre planète, qui fait un tour sur elle-même en un jour. Des fuseaux horaires ont ainsi été créés. Et voici pourquoi. Pour simplifier la suite, référons-nous au temps solaire déjà évoqué précédemment. Il nous suffira ici. En effet, imaginons un avion partant à midi solaire d'un lieu D de l'équateur terrestre. Soleil au plus haut sur le méridien sud en D. L'avion est supposé voler à une vitesse compensant exactement la rotation de la Terre. Environ 1700 km/h à l'équateur, puisque ces 40 000 sont parcourus en 24 heures de cette rotation. De cette manière, le Soleil semble accompagner le pilote, toujours au-dessus de lui, au sud sur son méridien. Il se dirige, cap à l'ouest, vers un lieu L, situé à 1 heure de vol estimée, et où il est seulement 11 heures au décollage de l'avion. Au bout d'1 heure de vol, sa montre indique 13 heures. Mais c'est alors le lieu L qui est sous lui. Pour les habitants du lieu L, il est 12 heures puisque le Soleil est aussi au sud sur leur méridien. Il y a donc décalage d'1 heure entre le temps affiché à la montre du pilote et celui indiqué au sol. Ce phénomène est compensé par la création de 24 fuseaux horaires décalant les horloges d'heure en heure, le pilote devant mettre sa montre à l'heure à chaque fuseau qu'il traverse. À partir du fuseau de référence de Greenwich, l'heure augmente en allant vers l'est et diminue en allant vers l'ouest. Lorsqu'il est 12 heures à Londres, il est 13 heures à Paris ou Alger. 9 heures au Brésil, à Rio de Janeiro, et seulement 5 heures à Los Angeles. Cependant, nous sommes tous bien calés, avec les fuseaux horaires, sur le temps dit universel de Greenwich, et il nous semble naturel de penser que ce temps est en quelque sorte unique, absolu, puisqu'il est universel. C'est le temps universel coordonné, TUC ou UTC,
qui est utilisé de façon internationale avec ses 24 fuseaux horaires. Chronologiquement, il y eut d'abord le temps solaire, local et trop variable pour être universel, puis le temps universel, UT ou TU, basé sur les observations astronomiques de l'observatoire de Greenwich, le temps atomique international, TAI, basé sur les horloges atomiques, et enfin le temps universel coordonné, UTC, coordonnant l'UT et le TAI. Parallèlement, depuis 1967, la seconde est définie de façon précise en utilisant la très grande stabilité des transitions entre les niveaux atomiques de l'atome de césium-133. La seconde est la durée correspondant exactement à 9 192 631 770 périodes de la radiation relative à la transition entre les deux niveaux de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Les horloges atomiques atteignent une précision de moins d'une seconde sur des milliards d'années. Ainsi, lorsque le Soleil explosera en géante rouge anéantissant la Terre, dans environ 5 milliards d'années, ces horloges n'auront pas dévié d'une seconde. Bien que la seconde et le temps universel soient parfaitement définis, le temps semble cependant toujours se déjouer de nos mesures approximatives. L'UTC règne en maître absolu pour toutes les activités humaines courantes, nos rendez-vous, les horaires de train, des vols d'avion et autres moyens de déplacement, et les secondes égrènent inexorablement le décompte du décollage des fusées. Mais, comme nous le verrons dans la suite, cette domination de l'UTC n'est pas absolue. Il n'y a pas de mesure absolue du temps. Pour le prouver, nous devrons aborder les notions d'événement et de référentiel, et bien rappeler les propriétés de la lumière qui jouent un rôle primordial dans la dilatation des durées. C'est ce qui sera fait dans la deuxième vidéo.